Mon fils de 6 ans a disparu pendant le week-end de garde de mon ex-mari. Il a dit au détective, elle l'a probablement kidnappé ou elle est obsédée et instable. J'ai été arrêté. Mon visage était aux informations. Puis ma fille de 8 ans a montré ses messages à la police et a dit « Papa, dois-je leur dire où toi et oncle Ryan l'avez enterré? Tu m'as envoyé l'emplacement par accident. » La pièce est devenue silencieuse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma fille Piper a regardé le détective droit dans les yeux et a dit « Papa, est-ce que je devrais leur dire où toi et oncle Ryan l'avez enterré? Tu m'as envoyé l'emplacement par accident. » La pièce est devenue complètement silencieuse. Le visage de mon ex-mari Trevor est devenu blanc comme un linge. C'est à ce moment-là que j'ai su que mon fils de 6 ans, Colby, ne reviendrait jamais à la maison. Mais laissez-moi revenir en arrière, car vous devez comprendre qui nous étions avant que ce moment ne fasse tout voler en éclats. Je m'appelle Melinda et il y a à peine 3 jours, j'étais une mère ordinaire menant une vie ordinaire dans la banlieue de Kansas City. Je travaillais par garde de 12 heures comme infirmière pédiatrique à l'hôpital Children's Mercy. Je rentrais à la maison pour aider aux devoirs et je préparais des nuggets de poulet en forme de dinosaure pour le dîner, car c'était la seule chose que Colby acceptait de manger. Mon univers tournait autour de 2 enfants qui ne pouvaient pas être plus différents l'un de l'autre. Colby avait 6 ans et c'était de l'énergie pure. Il avait ses cheveux blonds en bataille qui restaient dressés quoi que je fasse pour les aplatir, et un écart entre ses dents de devant qui rendait son sourire encore plus adorable. Chaque matin, il déboulait dans ma chambre à l'aube, portant son pyjama dinosaure vert préféré, prêt à me raconter le rêve qu'il avait fait. « Maman, je chevauchais un T-Rex et on est allé au McDonald's », annonçait-il en sautant sur mon lit. Il jouait au football le samedi, bien qu'il passe plus de temps à cueillir des pissenlits sur le terrain qu'à courir après le ballon. Son sac à dos était couvert d'autocollants d'Iron Man. Ses chaussures s'allumaient quand il marchait, et il croyait encore que le lait au chocolat venait des vaches marrons. Piper avait 8 ans, mais 30 dans sa tête. Là où Colby était le chaos, elle était le calme. Elle avait mes cheveux bruns et les yeux verts perçants de son père, qui remarquait tout. Parfois trop. Elle lisait des romans destinés aux collégiens, organisait ses peluches par taille et couleur, et tenait un journal intime, que je faisais semblant d'ignorer, caché sous son matelas. C'était le genre d'enfant qui me rappelait de signer les autorisations de sortie et aidait Colby à faire ses lacets sans qu'on le lui demande. Les professeurs disaient qu'elle était mature pour son âge, ce qui ressemble à un compliment jusqu'à ce que vous réalisiez que cela signifie qu'elle porte un poids qu'elle ne devrait pas. Et puis il y avait Trevor, mon ex-mari. Nous étions divorcés depuis 2 ans, mais à l'entendre, on aurait cru qu'il était la victime du siècle. Il avait 36 ans, travaillait comme agent immobilier et avait cette façon d'enjôler tout le monde. Grand, athlétique, un sourire parfait qu'il avait fait blanchir 2 fois depuis notre divorce. Il conduisait une BMW qu'il ne pouvait pas se payer et vivait dans une maison qui n'était que façade et sans substance, tout comme lui. Pendant notre mariage, j'avais aimé sa confiance en lui. Après notre mariage, j'ai reconnu que c'était du narcissisme. Il s'était remarié 6 mois après la finalisation de notre divorce. Jenna avait 24 ans, travaillait comme réceptionniste dans son agence immobilière et publiait des citations inspirantes sur Instagram entre 2 selfies à la salle de sport. Elle n'était pas méchante avec mes enfants, juste indifférente, plus intéressée par le fait d'être une épouse qu'une belle-mère. Elle souriait et faisait un signe de la main depuis le siège passager lors des échanges, mais ne sortait jamais de la voiture. Et puis il y avait Ryan, le jeune frère de Trevor, 32 ans, ou encore en train de se chercher, selon Trevor. Encore perdu un boulot, selon tous les autres. Il avait emménagé chez Trevor et Jenna il y a 3 mois, soi-disant temporairement, mais ces séjours temporaires avaient tendance à devenir permanents. Ryan était plus petit que Trevor, plus trapu, avec les mêmes yeux verts, mais sans aucun charme. Il buvait trop lors des réunions de famille, riait trop fort à ses propres blagues et avait cette façon de regarder les gens qui les mettait mal à l'aise. Avant même que tout n'arrive, Piper n'aimait pas être avec lui. « Oncle Ryan me regarde bizarrement », m'avait-elle dit une fois après un week-end chez Trevor. « Bizarrement comment ?» avais-je demandé. « Juste bizarrement, comme s'il pensait à des choses méchantes. » J'aurais dû y prêter plus d'attention. J'aurais dû prêter attention à beaucoup de choses. Mais il y a 3 jours, quand j'ai embrassé Colby pour lui dire au revoir ce vendredi après-midi, je ne pensais qu'à la garde supplémentaire que j'avais prise pour le samedi. J'avais besoin d'argent car Trevor avait de nouveau 2 mois de retard sur la pension alimentaire, bien qu'il ait réussi à s'acheter une nouvelle montre.
Colby était excité de passer le week-end avec son père car Trevor lui avait promis de l'emmener au parc de trampoline intérieur. Piper restait avec moi, prétextant qu'elle avait trop de devoirs, même si je soupçonnais qu'elle ne voulait tout simplement pas regarder Jenna prendre des selfies tout le week-end. Si j'avais su que ce serait la dernière fois que je verrais mon fils vivant, je l'aurais serré plus fort dans mes bras. J'aurais mémorisé son odeur de beurre de cacahuète et de jus de pomme. Je lui aurais dit que je l'aimais une fois de plus. Mais je ne savais pas. J'ai juste fait un signe de la main depuis le porche alors que la BMW de Trevor s'éloignait. La petite main de Cole était plaquée contre la vitre arrière, saluant jusqu'à ce qu'il tourne au coin de la rue. La vie après le divorce n'était pas parfaite, mais nous avions trouvé notre rythme. Un week-end sur 2 suivait le même schéma. Le jeudi soir, je lavais le t-shirt Spider-Man préféré de Cole parce qu'il voulait toujours le porter pour aller chez son père. Le vendredi matin, je préparais son sac à dos dinosaure avec son inhalateur, son doudou que nous faisions semblant de ne plus appeler doudou et le téléphone d'urgence que je lui avais acheté, même si Trevor disait que 6 ans était trop jeune. Le vendredi après-midi, Trevor klaxonnait depuis l'allée et Colby sortait en courant comme s'il se dirigeait vers Disney World. Ce vendredi matin-là, le 13 octobre, a commencé comme tous les autres. Colby était assis à la table de la cuisine, triant ses Lucky Charms pour manger toutes les guimauves en premier. Piper lisait un livre sur l'Égypte ancienne en mangeant une tartine avec exactement une cuillère à soupe de confiture de fraises, mesurée avec une vraie cuillère mesure, tellement elle était méticuleuse. « Maman, pourquoi Colby doit aller chez papa ?» demanda soudainement Piper, sans lever les yeux de son livre. « Parce que le juge l'a dit, ma chérie. Ce n'est que pour 2 jours. » « Mais pourquoi c'est le juge qui décide ? Le juge ne connaît pas papa. » Je me suis versé une autre tasse de café. Gagner du temps. C'est comme ça que fonctionne la garde, chérie. Ton père vous aime tous les deux et mérite de passer du temps avec vous. Piper leva enfin les yeux, ses yeux vers sérieux. Colby a dit qu'oncle Ryan lui avait crié dessus la dernière fois, qu'il l'avait traité de pleurnichard parce que tu lui manquais. Mon estomac s'est noué. Quand est-ce que Colby t'a dit ça ? Mercredi soir. Il est venu dans ma chambre et m'a demandé s'il pouvait dormir dans mon lit. Il a dit qu'oncle Ryan lui faisait peur. Je me suis assise à côté d'elle, choisissant mes mots avec soin. Est-ce que Colby en a parlé à papa ? Papa était là quand c'est arrivé. Il a ri. Avant que je ne puisse répondre, Colby est arrivé dans la cuisine en sautillant, portant ses baskets Iron Man et le t-shirt Spider-Man que j'avais lavé. Maman, regarde. J'arrive à faire mes lacets tout seul maintenant. Il fit une démonstration avec la détermination concentrée dont seul un enfant de 6 ans est capable, sa langue sortant légèrement pendant qu'il s'appliquait. C'est incroyable, mon grand. Je me suis agenouillé pour vérifier son travail, arrangeant les boucles lâches sans qu'il s'en aperçoive. Trevor et moi avions été mariés 8 ans avant que tout n'explose. Ce qui est drôle quand on cesse d'aimer, c'est que ça arrive lentement, puis d'un seul coup. Un jour, vous planifiez des vacances en famille. Le lendemain, vous dormez dans des chambres séparées et vous vous disputez pour savoir qui a oublié de payer la facture d'eau. Le coup de grâce est venu quand j'ai découvert sa liaison avec une cliente. Pas Jenna. Quelqu'un avant elle. Il avait supplié pour avoir une autre chance. Juré que ça ne signifiait rien. Mais la confiance, c'est comme un miroir. Une fois brisé, vous pouvez recoller les morceaux, mais vous verrez toujours les fissures. L'arrangement pour la garde était standard, mais douloureux. J'avais la garde principale. Trevor avait un week-end sur 2 et les mercredis soirs. Il s'était battu pour la garde partagée à 50-50e, non pas parce qu'il voulait plus de temps avec les enfants, mais parce que cela réduirait sa pension alimentaire. Heureusement, le juge a vu clair dans son jeu. Trevor jouait au père dévoué au tribunal, mais en réalité, il refilait souvent les enfants à Jenna ou Ryan pendant qu'il faisait visiter des maisons ou allait jouer au golf. À 15h30 cet après-midi-là, je tressais les cheveux de Piper quand nous avons entendu le klaxon familier. Trevor ne venait plus à la porte. Il disait que c'était trop gênant, même si je soupçonnais qu'il ne voulait juste pas risquer que je lui parle de la pension alimentaire en retard. Colby attrapa son sac à dos et se dirigea vers la porte, puis s'arrêta et revint vers moi en courant. « Maman, et si j'ai peur cette nuit ? Tu m'appelles sur ton téléphone, tu te souviens ? N'importe quand, si tu as besoin de moi. Mais si papa me prend mon téléphone comme la dernière fois ? Alors tu lui dis que tu as besoin de m'appeler, et s'il ne veut pas, tu demandes à Jenna ou tu te souviens que dimanche arrivera vite. » Il hocha la tête solennellement, me fit un dernier câlin et sortit. J'ai regardé par la fenêtre tandis qu'il grimpait sur la banquette arrière de la BMW de Trevor.
Ryan était sur le siège passager, regardant déjà son téléphone. Jenna devait être restée à la maison. Trevor n'a jamais regardé vers la maison. Il a juste démarré au moment où la portière de colle s'est fermée. Piper se tenait à côté de moi à la fenêtre. « Je n'ai pas confiance en oncle Ryan », chuchota-t-elle. « Pourquoi, chérie ? À part ce que tu m'as dit ce matin ?» Elle haussa les épaules, puis dit quelque chose qui allait me hanter pour toujours. Il regarde Colby comme les méchants regardent les héros dans les films, comme s'il voulait lui faire du mal juste parce qu'il le peut. « Piper, c'est très grave ce que tu dis. »« Je sais. C'est pour ça que je le dis. J'aurais dû écouter. J'aurais dû appeler Trevor à ce moment-là et exiger qu'il ramène Colby à la maison. Mais je ne voulais pas être l'ex-femme folle. Je ne voulais pas donner à Trevor des munitions pour sa prochaine demande de garde. Alors j'ai laissé partir mon bébé, en me disant que ce n'était que pour 2 jours. Juste 2 jours. Dimanche, 18h. L'heure est venue et passée. Pas de Trevor. Pas de Colby. Je me tenais près de la porte d'entrée, le gratin de macaroni au fromage préféré de Cole refroidissant sur la cuisinière, vérifiant mon téléphone toutes les 30 secondes. Trevor était habituellement en retard, mais jamais de plus d'1 heure. C'était sa façon de garder le contrôle, de me faire attendre, de prouver qu'il n'avait pas à suivre mon emploi du temps. À 18h30, je l'ai appelé. Directement sur la messagerie vocale. J'ai envoyé un texto, « Où es-tu ? Colby à école demain. » Pas de réponse. Il est probablement juste en retard à cause de la salle d'arcade, me suis-je dit, arpentant le salon pendant que Piper était assise sur le canapé, lisant toujours son livre sur l'Égypte, mais sans tourner les pages. À 19h, j'ai rappelé. Messagerie vocale. J'ai appelé le téléphone de Jenna. Messagerie vocale. Mes mains commençaient à trembler. Maman, peut-être qu'ils ont eu un problème de voiture, suggéra Piper, mais sa voix était faible, inquiète. Tu as probablement raison, chérie. J'ai attrapé mes clés, mais allons voir ce qu'il en est. Le trajet jusqu'à la maison de Trevor prenait normalement 20 minutes. Je l'ai fait en 12. Sa BMW était dans l'allée, juste à côté du pick-up rouillé de Ryan. La lumière du Porsche était allumée et je pouvais voir du mouvement à travers les rideaux du salon. J'ai martelé la porte assez fort pour me faire mal à la main. Trevor, ouvre. Où est Colby ? Jenna a ouvert, et j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Son mascara coulait en rivière noire sur son visage, et elle tirait sur les manches de son pull comme si elle essayait de cacher quelque chose. Où est mon fils ? On ne sait pas. Trevor est rentré sans lui. Il a dit que Colby était avec toi. Mon sang s'est glacé. Le monde a basculé. Qu'est-ce que tu veux dire avec moi ? Je ne l'ai pas vu depuis vendredi. Trevor est apparu derrière elle, et ce qui m'a le plus effrayé, c'est son calme apparent. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, ses vêtements propres et repassés. Il avait l'air sur le point de faire visiter une maison, pas d'un père dont l'enfant avait disparu. Melinda, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Où est Colby ? Tu l'as pris, n'est-ce pas ? Tu menaçais de déménager au Colorado. Tu as fini par craquer et tu l'as pris. Tu es fou ? Je n'ai jamais menacé de déménager au Colorado. Où est mon fils, Trevor ? Ryan a émergé de la cuisine, une bière à la main, titubant légèrement. Peut-être que le gamin s'est enfui. Il était vraiment pénible hier. Je me suis jeté sur lui, mais Trevor m'a attrapé le bras. Ne me touche pas, ai-je hurlé en me dégageant. J'appelle la police, tout de suite. Bien, dit calmement Trevor. Ils doivent savoir ce que tu as fait. J'ai appelé le 911 depuis leur allée, mes mains tremblant tellement que j'avais du mal à composer le numéro. Mon fils a disparu. Mon ex-mari devait me le ramener à 18h, et maintenant il dit qu'il ne l'a pas. En 15 minutes, leur maison grouillait de policiers. 2 voitures de patrouille, puis 3, puis la berline banalisée d'un détective. Les voisins sont sortis pour regarder, chuchotant derrière leurs mains. Trevor se tenait sur son Porsche comme s'il tenait audience, gesticulant de manière théâtrale en parlant au détective Weston, un homme corpulent aux yeux bienveillants qui écoutait chaque mot de Trevor comme si c'était l'évangile. Elle est instable depuis le divorce, dit Trevor assez fort pour que je l'entende de là où un autre officier me questionnait. Elle est obsédée par la garde exclusive. Elle a déjà menacé de l'enlever. Vérifiez son téléphone. Elle l'a probablement caché chez sa mère à Denver. C'est insensé, ai-je crié à travers le jardin. Je n'ai pas parlé à ma mère depuis 3 ans. Elle ne sait même pas que Colby existe. Trevor sortit son téléphone, montrant quelque chose au détective.
Regardez, voici des textos où elle dit qu'elle aimerait ne jamais avoir à partager la garde. En voici un où elle dit qu'elle ferait n'importe quoi pour éloigner les enfants de moi. Ces textos dataient de 2 ans, au pire de notre bataille pour la garde, sortis complètement de leur contexte. Mais le contexte n'a pas d'importance quand un enfant a disparu et que quelqu'un doit être blâmé. Le détective Weston s'est approché de moi, son expression neutre, mais ses yeux méfiants. « Madame, nous allons avoir besoin que vous veniez au poste. » « Vous m'arrêtez ? Pas pour le moment. Nous devons juste vous poser quelques questions. Vous devriez chercher mon fils, pas m'interroger. Fouillez leur maison. Fouillez le jardin. Fouillez le camion de Ryan. Nous mènerons une enquête approfondie, madame. Pour l'instant, nous devons établir une chronologie. » Piper était accroché à ma jambe, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Maman, où est Colby ?» Trevor cria depuis son porche, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Vous voyez, officier. Elle traumatise ma fille avec sa comédie. Piper ne devrait pas avoir à regarder sa mère mentir comme ça. » C'est là que j'ai compris. La façon dont il l'avait dit, le ton répété, le sourire narquois qu'il essayait de cacher. Trevor savait exactement où était Colby, et il allait s'assurer que je paie pour ça. Lundi matin, mon visage était sur toutes les chaînes d'information locales. Une mère suspectée dans l'enlèvement de son fils de 6 ans sur fond de conflit de garde. Ils ont utilisé la photo de mon permis de conduire, celle où j'avais l'air fatigué et ne souriais pas parce que je l'avais prise juste après une garde de 12 heures. À côté, ils ont montré le portrait professionnel d'agent immobilier de Trevor, tout en dents blanches et en confiance. Le contraste racontait une histoire avant même que quiconque ne parle. Je suis restée assise dans la salle d'interrogatoire pendant 12 heures d'affilée. Les néons au-dessus de moi vrombissaient, donnant à tout une teinte verdâtre maladive. Le détective Weston a passé en revue chaque détail de ma vie comme s'il pratiquait une autopsie. Où étais-je ? Vendredi soir, samedi, dimanche ? Est-ce que quelqu'un m'avait vu ? Quelqu'un pouvait-il confirmer mes dires ? J'étais à la maison avec ma fille, ai-je répété pour la 10e fois. Nous avons regardé des films, fait des cookies, fait les devoirs. Piper peut vous le dire. Une enfant de 8 ans n'est pas un alibi fiable, Madame Morrison. C'est Mademoiselle Chapman. J'ai repris mon nom de jeune fille. Il a remué ses papiers. Votre ex-mari dit que vous avez des difficultés financières, en retard sur votre loyer parce qu'il n'a pas payé la pension alimentaire depuis 2 mois. Il dit que vous prévoyez de déménager au Colorado sans le lui dire. C'est un mensonge complet. Je n'ai même jamais été au Colorado. Pendant ce temps, ils ont tout fouillé. Ma maison, où ils ont vidé les tiroirs et ouvert les coussins du canapé. Ma voiture, où ils ont cherché du sang au luminol et n'ont trouvé que de vieilles briques de jus et des crackers Goldfish. L'appartement de ma sœur Rachel, terrifiant ses colocataires. Mon casier à l'hôpital et même la maison de ma mère à Denver, bien que j'ai expliqué que nous ne nous étions pas parlé depuis qu'elle avait choisi de ne pas assister à mon mariage parce que Trevor n'était pas catholique. Trevor, en revanche, était traité comme un père éploré. Il a posté sur Facebook, « S'il vous plaît, priez pour le retour sain et sauf de mon fils Cole. Si quelqu'un l'a vu, veuillez contacter la police immédiatement. Nous voulons juste qu'il rentre à la maison. » En quelques heures, le message avait 300 partages et des centaines de commentaires me traitant de monstre, disant que je devrais pourrir en prison, que les mères qui enlèvent leurs enfants sont la pire espèce de mal. Rachel a amené Piper me voir au poste lundi après-midi. Ils ne l'ont pas laissé entrer dans la salle d'interrogatoire, mais je pouvais la voir à travers la vitre, serrant sa tablette contre sa poitrine comme un bouclier. Elle avait l'air si petite sous l'éclairage cru du commissariat. « Prends soin d'elle », ai-je mimé à Rachel. C'est alors que Piper a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle s'est approchée de l'officier à l'accueil et a dit de sa voix la plus claire, « Je dois parler au détective Weston. J'ai des preuves concernant mon frère. » L'officier a semblé amusé. « Ma grande, le détective est occupé pour le moment. » « Alors il voudra se libérer, » dit Piper en sortant la carte de visite que Weston m'avait donnée. « Dites-lui que j'ai des messages textes de mon père à propos de Colby. Il a 5 minutes avant que j'appelle la chaîne de télévision qui est garée dehors. » Où est-ce que ma fille de 8 ans avait appris à négocier comme ça? L'amusement de l'officier s'est dissipé. Il a passé l'appel. Le détective Weston est sorti, l'air irrité, jusqu'à ce que Piper lui montre sa tablette. Mon père m'a donné ça pour qu'on puisse s'envoyer des messages quand je suis chez maman. Il ne sait pas que ça sauvegarde les messages supprimés dans le cloud. Il n'est pas très doué en technologie. L'expression du détective a changé.
Vos parents devraient être présents avant que nous parlions. Ma mère est déjà là, faussement accusée. C'est mon père que vous devriez interroger. Voulez-vous voir les messages ou dois-je les montrer à Chanel 9 à la place? Rachel s'est avancée. Je suis sa tante et sa tutrice temporaire. Je consens à ce qu'elle partage tout ce qu'elle doit partager. Ils ont emmené Piper dans une pièce plus confortable avec des fauteuils plus moelleux et une boîte de jouets dans le coin, qu'elle a ignorée. Elle a ouvert sa tablette avec la concentration d'un procureur, naviguant vers l'application de messagerie avec une aisance pratiquée. Papa a configuré ça l'année dernière. Il a dit que c'était notre façon spéciale de parler, mais en réalité, il voulait vérifier si maman voyait quelqu'un ou parlait de lui. Il me posait des questions sur les amis de maman, où nous allions, qui nous voyions. J'ai arrêté de lui dire des choses, mais j'ai gardé la tablette parce que j'aime jouer à des jeux dessus. Elle a ouvert le stockage cloud, quelque chose dont Trevor ignorait manifestement l'existence. Quand on supprime des messages sur la tablette, ils restent ici pendant 30 jours. Papa ne le sait pas parce qu'il ne lit jamais le manuel de quoi que ce soit. Maman a toujours dit que ça lui attirerait des ennuis un jour. Le détective Weston s'est penché en avant. Piper, c'est très important. Peux-tu me montrer des messages de ce week-end? Samedi soir, 23h47, dit-elle, son petit doigt glissant sur l'écran avec détermination. C'est là que tout a commencé. Elle a trouvé le fil de discussion entre Trevor et Ryan, supprimé du téléphone de Trevor, mais préservé dans l'ambre numérique sur sa tablette. Les messages qui allaient tout changer. Ceux que Trevor pensait disparus à jamais. Détruits, comme il avait détruit mon fils. Là, dit-elle simplement. C'est ce qu'ils ont fait à mon frère. La salle d'interrogatoire a explosé en un chaos contrôlé. Le visage du détective Weston est passé par une série d'expressions alors qu'il lisait les messages sur la tablette de Piper. L'incrédulité, puis la compréhension, puis une détermination urgente. Il a immédiatement appelé des renforts et une équipe de police scientifique, sa voix tranchante à la radio. Avons besoin de toutes les unités à Millers Creek, entrée nord. Possible homicide. Amenez l'unité canine. J'ai été libéré de garde à vue si rapidement qu'ils ont à peine terminé la paperasse. Un officier m'a conduite à la salle d'observation où j'ai pu voir Trevor être amené par une entrée tandis que Ryan était escorté par une autre. Il les avait séparés immédiatement. Procédure standard pour les empêcher de coordonner leurs histoires. À travers la vitre sans teint, j'ai regardé Piper s'asseoir en face de son père. Le détective Weston lui avait demandé si elle voulait attendre dehors, mais elle avait refusé. Il doit savoir que je sais, avait-elle dit avec une assurance qui me brisait le cœur. Trevor avait l'air toujours parfaitement calme, son sourire d'agent immobilier en place. Piper, ma chérie, dis-leur que tout ça est un malentendu. Tu sais que papa ne ferait jamais de mal à Colby. Piper l'a regardé avec ses yeux verts perçants qu'elle tenait de lui, mais sans aucune de ses tromperies. Papa, est-ce que je devrais leur dire où toi et oncle Ryan l'avaient enterré? Tu m'as envoyé l'emplacement par accident. Le sourire s'est enfin fissuré. Le visage de Trevor s'est vidé de toute couleur, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson, cherchant de l'air. Je ne sais pas de quoi tu parles, bébé. Quelqu'un a dû pirater mon téléphone. On ne peut pas pirater la stupidité, papa, dit calmement Piper. Tu m'as envoyé une coordonnée GPS à 2h13 du matin, dimanche. Puis tu as écrit mauvaise discussion. Et tu as essayé de faire croire que c'était un lieu de travail. Mais tu ne travailles pas le dimanche à 2h du matin, et surtout, tu ne travailles pas à Millers Creek. L'avocat de Trevor, un homme élégant nommé Mitchell, arrivé quelques minutes après l'arrestation de Trevor, s'est jeté sur la tablette. C'est irrecevable. C'est une mineure. Vous ne pouvez pas l'interroger sans la présence des deux parents. Sa mère est présente, dit calmement le détective Weston, en hochant la tête vers l'endroit où je me tenais derrière la vitre. Et elle n'est pas interrogée. Elle a fourni ses informations de son plein gré. C'est à ce moment-là que Ryan a craqué. De l'autre pièce, nous pouvions l'entendre crier, c'était un accident. Je jure devant Dieu, c'était un accident. Le gamin n'arrêtait pas de pleurer parce qu'il voulait sa mère. Trevor m'a dit de le faire taire. Je l'ai juste poussé un peu, mais il est mal tombé. Il s'est cogné la tête sur la table basse. Il y avait tellement de sang. Trevor a dit qu'on ne pouvait pas appeler le 911 parce qu'il perdrait la garde pour toujours. Il a dit qu'on devait faire croire que Melinda l'avait pris. Trevor s'est levé d'un bond. Il ment. Ne l'écoutez pas. Il est ivre. Il est toujours ivre. Mais Ryan continuait, les mots se déversant comme si un barrage avait cédé.
C'est Trevor qui a tout planifié. Il a dit que si on enterrait le corps et qu'on accusait Melinda, il obtiendrait la garde exclusive de Piper et n'aurait plus à payer de pension alimentaire. Il a dit que l'assurance vie paierait ses dettes. Il avait pris une assurance sur les 2 enfants sans le dire à Melinda. 100 000 $ chacun. Je me suis effondré contre la vitre. Assurance vie. Mon bébé valait 100 000 $ mort aux yeux de l'homme qui était censé le protéger. Jenna est apparue dans l'embrasure de la porte, le partenaire du détective Weston à ses côtés. Elle tremblait, serrant un t-shirt ensanglanté dans un sac en plastique. J'ai trouvé ça dans la machine à laver, chuchota-t-elle. C'est le t-shirt de Ryan de samedi soir. Trevor m'a dit de ne pas y toucher, mais je ne supportais plus de savoir. Elle regarda Trevor à travers la vitre. J'ai tout entendu samedi soir. Colby pleurait parce que Ryan ne voulait pas le laisser appeler sa mère. Ryan l'a attrapé et l'a secoué violemment. Colby s'est dégagé et a couru, mais Ryan l'a poursuivi. Il y a eu ce craquement terrible quand Colby a heurté la table. Trevor n'a pas appelé le 911. Il n'a même pas vérifié si Colby respirait encore. Il a juste commencé à planifier comment accuser Melinda. L'équipe de recherche a trouvé mon bébé à 3h47 du matin, lundi, exactement là où la coordonnée GPS l'indiquait, dans une tombe peu profonde près du lit du ruisseau. Le rapport préliminaire du médecin légiste a confirmé ce que nous savions déjà, un traumatisme contondant à la tête compatible avec une chute sur un coin pointu. Mais il y avait aussi des ecchymoses sur ses petits bras, des blessures de défense qui suggéraient qu'il avait essayé de se protéger. Mon fils de 6 ans s'était défendu contre un homme adulte qui pesait 90 kg de plus que lui. Trevor a été inculpé de meurtre au premier degré, de complot et de dissimulation de cadavres. Ryan a été inculpé de meurtre au second degré et de complot. Ils se sont vus refuser la libération sous caution. Alors qu'ils emmenaient Trevor menotté, il a regardé Piper une dernière fois. « Papa est désolé, bébé » a-t-il dit. Piper l'a fixé, impassible. « Non, tu n'es pas désolé. Tu es juste désolé de t'être fait prendre. » Trevor a pris la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le jury n'a délibéré que 2 heures, et la plupart de ce temps a été consacré à remplir la paperasse. Ryan a pris 30 ans avec possibilité de libération après 20 ans. Il a pleuré à la lecture du verdict. Trevor n'a même pas scié. Il est resté assis là, dans son costume coûteux, celui qu'il avait porté pour tromper les évaluateurs de garde, et a regardé droit devant lui comme si c'était juste une autre réunion d'affaires qui n'avait pas tourné en sa faveur. Jenna a témoigné contre eux 2. Elle a raconté au jury comment Trevor avait répété son histoire avec Ryan, les faisant répéter jusqu'à ce que cela paraisse naturel, comment il avait planté ses vieux messages sur son téléphone pour les montrer à la police, comment il avait souri en apprenant que j'avais été arrêté, disant « Parfait. Maintenant, on peut en finir avec ça. » Elle est en thérapie maintenant, vivant chez ses parents dans l'Iowa, essayant de comprendre comment elle a pu épouser un monstre. Mais la justice ne ramène pas un garçon de 6 ans qui voulait juste jouer aux dinosaures avec son père. Les funérailles ont eu lieu en petit comité. Je ne pouvais pas supporter un grand service avec des gens qui avaient cru aux mensonges de Trevor remplissant les bancs. Juste la famille. La vraie famille. Ceux qui n'avaient jamais douté de moi. Nous avons enterré Colby dans son costume d'Iron Man, celui qu'il portait à Halloween dernier. J'ai placé son dinosaure préféré, un T-Rex en peluche nommé Chompé, dans ses bras. Piper lui a écrit une lettre que personne n'a eu le droit de lire, la pliant soigneusement et la glissant à côté de lui. Comme ça, il aura du courrier au paradis, a-t-elle expliqué. Piper ne parle plus beaucoup. Elle va en thérapie 2 fois par semaine avec le docteur Martinez, spécialisé dans les traumatismes infantiles. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Elle transporte toujours cette tablette partout, bien que les messages aient été définitivement supprimés après le procès. Elle n'arrête pas de demander si elle aurait pu le sauver si elle m'avait montré les messages plus tôt. Tu ne savais pas ce qu'ils signifiaient, bébé. Je lui dis tous les soirs quand elle n'arrive pas à dormir. Tu as sauvé maman. Tu as obtenu justice pour Colby. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Les gens courageux sauvent des vies, répond-elle toujours. J'ai juste sauvé des textos. J'ai quitté mon métier d'infirmière. Je ne pouvais pas retourner dans le service de pédiatrie. Je ne pouvais pas voir les enfants de 6 ans des autres sans m'effondrer. Maintenant, je travaille avec des équipes d'évaluation de garde, leur apprenant à rechercher les signes que tout le monde a manqués. Le comportement manipulateur déguisé en sollicitude. Le frère qui n'était là que pour un temps. La nouvelle épouse qui avait trop peur pour parler.
L'enfant qui essaie de vous dire que quelque chose ne va pas mais qui n'a pas les mots. Je leur montre l'entrée du journal de Piper datant de la semaine avant la mort de Colby. Oncle Ryan est méchant quand papa ne regarde pas. Colby ne veut plus y aller. Pourquoi les adultes n'écoutent-ils pas? Pourquoi n'avons-nous pas écouté? Chaque Halloween, quand je vois des petits garçons en costume de dinosaures courir de porte en porte, leurs seaux à bonbons en plastique se balançant avec excitation, je me souviens des derniers mots de Cole. Au revoir, maman. Papa dit qu'on va manger une pizza. Ils n'ont jamais mangé de pizza. À la place, mon ex-mari et son frère ont décidé que la vie de mon fils valait moins que des paiements de pension alimentaire et une police d'assurance de 100 000 $. La coordonnée GPS est toujours conservée quelque part parmi les preuves. Les coordonnées de l'endroit où ils pensaient avoir enterré leur secret pour toujours. Ces chiffres, destinés à les aider à déplacer le corps si nécessaire, sont devenus le phare qui nous a conduits à la vérité. Cela a montré au monde que parfois, le vrai monstre n'est pas la mère obsédée et instable que les médias veulent dépeindre. Parfois, c'est le père qui entraîne l'équipe de football et publie « meilleur papa du monde » sur les réseaux sociaux tout en planifiant l'impensable. Piper et moi avons déménagé dans l'Oregon, aussi loin de Kansas City que nous le pouvions sans quitter le continent. Nous avons un petit appartement près de l'océan. Elle apprend à surfer, quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu faire dans le Missouri. Elle dit que les vagues lui donnent le sentiment d'être puissante, comme si elle pouvait contrôler quelque chose d'immense juste en comprenant comment il bouge. Nous sommes en thérapie ensemble maintenant, apprenant à être une famille de 2 alors que nous étions censés être 3. Le docteur Martinez dit que nous faisons des progrès, que des traumatismes comme celui-ci prennent des années à être traités. Certains jours, je la crois. D'autres jours, je reste dans la chambre de Cole, que j'ai laissée exactement telle qu'elle était, et je me demande si je respirerai à nouveau normalement un jour. Piper s'est fait une amie dans sa nouvelle école, une fille calme nommée Luna, qui ne pose pas de questions sur pourquoi nous avons déménagé ici ou où est son frère. Elles lisent ensemble à la pause déjeuner, 2 enfants de 8 ans portant des poids trop lourds pour leurs petites épaules. La semaine dernière, Piper m'a regardé pendant le dîner et m'a dit « Maman, je veux devenir détective quand je serai grande. » Ou peut-être procureur, quelqu'un qui s'assure que la vérité éclate. Tu l'as déjà fait, bébé. Tu t'es déjà assuré que la vérité éclate. Alors je veux le refaire, pour d'autres enfants comme Colby. C'est ma fille, 8 ans et planifiant déjà de sauver le monde, un message texte à la fois. Si cette histoire vous a touché ou vous a ouvert les yeux sur les signes de danger cachés à la vue de tous, veuillez aimer cette vidéo et la partager avec d'autres qui ont besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies qui comptent. Ensemble, nous pouvons nous assurer qu'aucune voix d'enfant ne reste ignorée.